Et voici un nouveau numéro de notre saga, comme promis, l'histoire des Juifs de France sur Radio J, préparé comme tous les matins par Christophe Dard, notre passionné d'histoire-géographie. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous clôturons notre série consacrée à Marcel Proust. Alors après sa jeunesse, qui va influencer toute son œuvre, nous avons parlé de ses débuts d'écrivain, puis consacré 2 parties à la recherche du temps perdu. 4215 pages, 7 volumes, 15 années d'écriture. Nous allons évoquer à présent les rapports de Marcel Proust avec les Juifs et l'antisémitisme, des liens très intéressants car plutôt ambigus et qui vont d'ailleurs faire l'objet de débats et de réflexions chez les spécialistes de son œuvre. Et Christophe, il faut d'abord, je crois, s'intéresser à la famille maternelle de Proust. Son arrière-grand-père, Baruch Weil, a été vice-président du consistoire israélite de Paris au début du 19e siècle. Quant à sa mère, elle a eu une grande influence sur lui. Oui, exactement. À la question « Quel serait votre plus grand malheur ?» Marcel Proust avait répondu « Être séparé de maman ». Il faut dire effectivement que cette femme, Jeanne Proust, née Veil en 1849, dans une famille juive venue d'Alsace et d'Allemagne, avait un rapport très fusionnel avec son fils, qui ne supportait pas longtemps que sa mère soit absente. Et d'ailleurs, il se dit que Marcel a plutôt mal vécu la naissance de son frère cadet Robert, 2 ans après la sienne, se sentant abandonné par sa mère. Il faut dire que Jeanne Veil Proust, présentée comme une très belle femme, était un sacré caractère, comme toutes les mères juives, me direz-vous, mais particulièrement cette femme plutôt iconoclaste pour son époque, car elle va se marier à un catholique, un médecin du nom d'Adrien Proust, refusé de se convertir au catholicisme, même si son fils sera baptisé, et elle conservera son nom de jeune fille et sa religion. Alors Jeanne Proust ouvre son fils à tous les arts en tout cas, notamment la littérature et les grands auteurs, surtout ceux du XVIIe siècle, Racine, Madame de Sévigné, Saint-Simon, mais aussi la musique, puisqu'elle est une excellente pianiste. Il faut rappeler que Jeanne Proust, qui parle aussi plusieurs langues, est l'héritière d'une bourgeoisie juive éclairée qui fréquente les salons et dans laquelle la culture tient une place importante. Et dans l'existence de Marcel Proust, elle sera toujours là en toute occasion sur le plan personnel et professionnel. C'est elle qui va l'aider par exemple à traduire de l'anglais en français les œuvres de cet écrivain anglais dont je vous ai parlé l'autre jour, John Ruskin, qui sera d'ailleurs une révélation pour Marcel Proust aux alentours des années 1900, alors qu'il n'a pas encore commencé la rédaction de la recherche. En fin de compte, elle est à la fois sa mère, mais aussi sa muse, sa collaboratrice, puis même aussi sa gouvernante. Ils se sont échangés des centaines de lettres. Jeanne Proust, d'ailleurs, y incluant souvent des citations d'auteurs classiques pour amuser son fils, jusqu'à sa mort en 1905. Un moment très difficile à vivre pour Marcel Proust, contraint de faire un séjour dans un sanatorium du côté de Boulogne. Et dans la recherche, Proust livrera des passages émouvants sur les mères des héros de son roman. Proust était donc très attaché à sa mère juive tout en ayant été élevé dans un milieu assimilé et dans lequel le catholicisme tenait aussi une place importante. Et finalement, on retrouvera cette dualité tout au long de son existence et également dans son œuvre littéraire. Et on va commencer peut-être d'abord par Proust, défenseur des Juifs, qui écrivait « Juifs, nous comprenons l'antisémitisme ». Dans sa jeunesse au lycée Condorcet, Proust avait effectivement beaucoup d'amis juifs. L'écrivain Robert Dreyfus, l'historien et essayiste Daniel Halévy, ils ont créé ensemble la revue Le Banquet. Ils ont entretenu une importante correspondance. Alors bien sûr, vous le savez, plusieurs personnages dans la recherche sont juifs ou d'origine juive. Bien sûr, Charles Swann, fils d'une famille juive fortunée qui délaisse sa judaïté avant que la maladie et la vieillesse fassent qu'il revienne, je cite, au bercail religieux de ses pères. Il y a aussi Bloch, ce bourgeois qui se fera appeler Jacques de Rosier pour pouvoir être mieux accepté en société. Il y a aussi Nissim Bernard, le grand-oncle de Bloch, ou bien encore Rachel, cette comédienne juive, maîtresse du marquis de Saint-Loup, d'abord rencontrée dans une maison close, on la surnommait Rachel Camp du Seigneur, en souvenir du grand air de l'opéra La Juive de Fromental Lévy, dont on avait d'ailleurs parlé, et cette Rachel qui deviendra donc dans À la recherche du temps perdu une actrice célèbre. Le traitement par Proust de l'affaire Dreyfus, mentionné 256 fois dans À la recherche, montre sa lutte aussi contre l'antisémitisme. Proust, qui se qualifiait d'ailleurs de premier Dreyfusard, mais là encore il y a des ambiguïtés. L'affaire Dreyfus allait précipiter les Juifs au dernier rang de l'échelle sociale. C'est ce qu'il écrit dans Sodome et Gomorrhe, l'un des tomes de la recherche. Alors chaque personnage est Dreyfusard ou anti-Dreyfusard, comme si cette affaire, en quelque sorte, classait les uns et les autres avec ses conséquences. Et finalement, on voit un petit peu que tout cela est un fil rouge dans la recherche. Alors Bloch fait par exemple signer des listes pour le Corneille Picard à Swann et au prince de Guermantes. Le Corneille Picard, c'est celui qui va découvrir le poteau rose
cause dans l'affaire qui va finalement accuser Esterhazy à juste titre. Mais il faut savoir qu'à titre plus personnel, l'engagement de Proust dans l'affaire n'a pas été immédiat. Ainsi, dans une lettre adressée en 1896 à son ami, l'écrivain Robert de Montesquieu, à propos de l'article d'Émile Zola pour les Juifs, publié dans le Figaro, et qui, il faut le savoir, avait fait grand bruit à l'époque, eh bien, le jeune écrivain de 25 ans écrit « Je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des Juifs. C'est pour cette raison très simple. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre ma mère est juive, vous comprenez que c'est une raison assez forte pour que je m'abstienne de ce genre de discussion. » Donc en gros, ça ne l'intéresse pas. Et il faut rappeler qu'à cette période, d'ailleurs, l'affaire a déjà éclaté il y a 2 ans. Dreyfus est en Guyane, mais justement, et à l'instar de Proust à ce moment-là, un peu de personnalités se sont mobilisées pour Dreyfus et l'épouse et le frère du capitaine sont évidemment bien seuls dans leur combat. Il n'en reste pas moins que plusieurs passages montrent que Proust est dreyfusard, notamment en se méfiant des philosémites qui en font trop et en dépeignant les anti-dreyfusards d'une manière peu flatteuse, comme dans son tableau des Guermantes, archétype de la famille bourgeoise. Il écrit « Il en était peu dont les parents n'eussent une générosité de cœur, une largeur d'esprit, une sincérité à côté de laquelle la mère de Saint-Loup et le duc de Guermantes ne fissent piètre figure morale par leur sécheresse, leur religiosité superficielle qui ne flétrissait que les scandales et leur apologie d'un christianisme aboutissant infailliblement à un colossal mariage d'argent. » Alors, autre exemple de propos tenus contre les Juifs ? Eh bien oui, ceux de Charlus, le plus judéophobe de la recherche à propos de l'accusation de haute trahison contre Dreyfus, qui écrit « En tout cas, le crime est inexistant. Le compatriote de votre ami, donc Dreyfus, aurait commis un crime contre sa patrie s'il avait trahi la Judée. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la France ?» Donc en gros, Dreyfus n'est pas un Français dans la bouche de Charlus. Mais finalement, donc même s'il y a des anti-Dreyfusards, et ils sont nombreux dans la recherche, eh bien, Proust a finalement presque pitié d'eux d'une certaine manière. Je cite, au fond, tous ces gens-là sont antisémites, répondit Swann, qui savait pourtant par expérience que certains ne l'étaient pas, mais qui, comme tous les gens qui ont une opinion ardente, aimaient mieux, pour expliquer que certaines personnes ne le partageassent pas, leur supposer une raison préconçue, un préjugé contre lequel il n'y a rien à faire, plutôt que des raisons qui se laisseraient discuter. Mais Proust se montre aussi très dur à l'égard des Juifs dans ses romans, avec des remarques discriminatoires, liant d'ailleurs les homosexuels qu'il appelle les invertis avec ceux qu'il appelle les Juifs, un terme alors négatif car la société dit majoritairement israélite. Dans Sodome et Gomorrhe, il dit des personnes homosexuelles qu'elles ont tendance à prendre par une persécution semblable à celle d'Israël les caractères physiques et moraux d'une race, comme les Juifs se fuyant les uns les autres. Certains portraits, d'ailleurs, ne sont pas particulièrement élogieux, comme celui de Bloch, dont je vous parlais tout à l'heure, avec même des clichés, quelque part chers aux antisémites. Un Israélite faisant son entrée comme s'il sortait du fond du désert, le corps penché comme une hyène, la nuque obliquement inclinée, se répandant en grand salam, contente parfaitement un goût d'orientalisme. On a quand même l'impression que c'est presque un peu un écrit antisémite de Drummond. Alors rappelons d'ailleurs que Proust comptait des proches antisémites. D'ailleurs, il y a eu une phrase célèbre au fond de presque tous les Juifs, il y a un antisémite. Il avait en effet comme ami Léon Daudet, l'un des fondateurs de l'Action française, juré au Goncourt et qui a permis à Proust de décrocher le prestigieux prix en 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Selon Proust, les souvenirs écrits par Daudet sont prodigieux, et Proust écrivait « Les ressemblances entre Saint-Simon et Léon Daudet sont nombreuses. La plus profonde me semble l'alternance et l'égale réussite des portraits magnifiquement atroces et des portraits doux, vénérants, nobles. » Et puis Proust avait aussi de l'admiration pour Maurice Barrès, anti-dreyfusard et antisémite. Mais précisons, parce que c'est toujours important de replacer dans le contexte, qu'à l'époque, pour une grande partie de la littérature française, Barrès était un objet de respect et d'admiration pour toute une jeunesse. Et donc Proust ne faisait pas exception. Merci beaucoup Christophe Dard. Et pour finir cette passionnante série sur Marvel Proust, vous nous conseillez une lecture, Christophe, justement ? Oui, exactement. On pouvait évidemment tout lire, 4200 pages, c'est quand même beaucoup. Pourquoi pas en bande dessinée ? Je crois que cela vous concerne, Ilana. Et puis autre conseil de lecture, 2 ouvrages, celui d'Evelyne Bloch d'Anno, Madame Proust chez Grasset en 2004 et Proust et les Juifs de Marie-Françoise Viol aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup Christophe Dard, vous restez avec nous, à très bientôt pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France.